Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 5 août 2026. À seulement 48 heures du vote ou non du Clarity Act, il serait pour l'instant, selon le reportage mis en avant ici pour France Crypto, au bord de l'échec avec Bernstein qui assure que la régulation crypto américaine avancera malgré tout. La banque estime que les chances d'adoption du texte en 2026 continueront de reculer un mois après que Galaxy Research a abaissé ses propres estimations à 30%. Donc on va voir comment va se goupiller tout ça d'ici la fin de cette semaine avec, si le Clarity Act ne passait pas, il y aurait la SEC et la CFTC, donc qui sont les deux gendarmes et régulateurs de la bourse américaine qui prendraient la main et qui petit à petit essaieraient de faire leurs propres règles quelque part, mais en ayant aujourd'hui, comme vous le savez, donc une administration d'un point de vue justement de l'administration de Trump qui est résolument pro-crypto. Donc on est dans cet entre-deux, il y a quand même assez peu de chances au final que ça passe d'ici vendredi 7. Et cette semaine, jusqu'à vendredi, on a les rapports, on avait eu l'emploi et il y aura d'autres chiffres qui paraîtront pour les États-Unis qui pourront avoir leur petite importance. Donc on va voir comment tout ça va se passer avec un BTC qui à court terme en tout cas se démontre plutôt résilient. En parlant de crypto, eh bien on a Jérôme de Tichet qui a mis en avant cette dernière EIP 8361 dont vous allez beaucoup entendre parler du côté des réseaux sociaux concernant Ethereum, comme vous l'aurez compris, avec la possibilité de réduire à zéro le staking reward si jamais il y avait au-delà de 50% des Ethers qui étaient bloqués. Alors vous avez toutes les explications qui sont ici. Évidemment, sur les réseaux sociaux, ça a fait vivement réagir puisque s'il n'y a plus cette incentive au niveau du proof of stake sur Ethereum qui aujourd'hui est à peine au-dessus de 2%, on est à 2,3 je crois ces temps-ci. Donc s'il n'y avait plus rien en contrepartie d'avoir trop d'Ethers qui sont stakés, sous quelles conditions, pourquoi, comment. En tout cas, pour l'instant, ça a reçu un retour plutôt mauvais de la part de la communauté, que ce soit la communauté DeFi ou la communauté interne à Ethereum. Ça va être quelque chose à surveiller puisque un changement de politique monétaire comme ça en cours de route, c'est quand même assez dramatique. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le prix de Ethereum en tant que tel de ETH, c'est très bien retranscrit. On continue avec JDC qui met en avant donc le vol et le siphon des portefeuilles Coldcard. Ça se poursuit. On est désormais sur 7300 adresses hier avec un préjudice de 1600 bitcoins qui ont été dérobés. La plupart, puisque ce matin, il y a une map qui a été faite des zones sur le globe qui ont été les plus impactées et apparemment, ça serait les Canadiens qui utilisaient énormément, notamment les Canadiens Bitcoin maximalistes, ce fameux Coldcard et derrière, il y a eu bon nombre donc de personnes impactées avec parfois le vol de toutes les économies d'une vie. C'est assez dramatique cet événement. Le S&P 500 qui s'arrache et qui nous fait un nouveau point haut, je vais y revenir dans un instant lors de l'analyse technique puisque de mon côté, c'est pas forcément ce que je visais, en tout cas pour le court terme. Donc on va faire un petit peu le post-mortem de tout ça. Le CAC 40 avec Tino Bourse, pareil aux portes de l'ATH. Loris Dalio qui nous met en avant la capitalisation de Amazon qui dépasse pour la première fois de l'histoire les 3000 milliards de capitalisation. On vient se hisser à la 5e place, juste devant TSMC qui lui-même est à peine à 2000, juste derrière Microsoft qui est juste en dessous des 3600 milliards. Au-dessus, on a Alphabet Google à 4480, Apple à 4490 qui se refait shipper temporairement la première place par Nvidia qui est elle-même à 4814, sachant que la semaine dernière, on avait Apple à 5000. C'est la bataille des 5000 avec les deux premiers. La frugaliste qui met en avant à nouveau, puisqu'on en avait déjà parlé sur la chaîne précédemment, le calendrier des unlocks pour SpaceX. Attention, on va continuer d'avoir beaucoup d'actions qui seront releases au marché d'ici premièrement à début 2027 où on aura 40% et ensuite on aura une fin de lock-up assez brutale où on passe de 50% à 97% au cours de l'été 2027 entre juin et juillet, donc autour du 12 juin, et on aura 100% donc qui sera unlock d'ici à septembre 2027. Donc aujourd'hui, en théorie, le titre est toujours surévalué. Dès qu'il est venu autour de 100, 105 dollars, voilà, le marché a payé. On est de retour à 120, 125. On va voir comment ça va se construire déjà dans un premier temps autour de cette zone, mais faites très attention justement à ces unlocks qui viendront bien petit à petit abonder le marché de titres. On a Willy Woo qui mettait les choses en perspective par rapport au hack récent avec, on nous dit souvent,
voilà, les échanges, on a un risque latent, en effet, que l'exchange nous fasse une FTX-like. Et pour autant, c'est le chiffre qui fait mal aujourd'hui. On a 1,51 million de bitcoins qui ont été perdus au travers des échangeurs et on a 1,57 million, donc un poil plus, qui ont été perdus via le self-custody en faisant des erreurs, en perdant ses clés privées, en se faisant siphonner, pirater et la plupart du temps par des pirates qui malheureusement sont à l'autre bout du monde. Et on a vu avec le groupe Lazarus qui est très fort en Corée du Nord que par la suite c'est quasi mission impossible de récupérer quelques fonds que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est un chiffre qui met les choses en perspective, qui est important de rappeler. On ne risque pas plus au final de détenir ces cryptos sur un échangeur, d'autant plus quand on essaie là aussi de diversifier et de minimiser le risque en utilisant notamment pour les Européens aujourd'hui Mika, qui rajoute peut-être d'un point de vue de la régulation un petit degré de sécurité supplémentaire, que de jouer au final ce jeu qui est aussi un petit peu l'apanage des cypherpunk et de Satoshi, du Bitcoin et de toute cette proposition primaire qu'a voulu être justement la blockchain, d'être souverain, d'être le détenteur de ses clés et des clés de son propre coffre-fort, mais avec toutes les problématiques qu'il y a autour et le poids qui repose sur l'utilisateur final. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose à bien jauger de votre côté et peut-être faire un mix si vous êtes malgré tout à l'aise avec les deux, d'avoir un peu de souveraineté et un peu de centralisé pour vous permettre comme ça de faire vos petites opérations. Et comme d'habitude, comme vous l'aurez compris, le seul but derrière, c'est de ne jamais avoir tous ces œufs dans le même panier, peu importe la solution que vous avez choisie et que vous utiliserez. En guise d'introduction à l'analyse technique, on avait donc la prédiction de Michael Burry en date de cette nuit qui dit qu'on est sur un top potentiel de marché avec un crack complètement fou style 1987 et pour autant, comme on va le voir dans un instant, eh bien, on a un S&P 500 qui vient de s'arracher à la hausse, le Nasdaq pareil, le SOX, les semi-conducteurs, tandis que les taux longs sont en train de reculer légèrement. On était venu chercher la semaine dernière, souvenez-vous, quasiment 5,28 du côté du 30 ans, pareil du côté du 20 ans, on avait dépassé les 5,2, on est de retour à 5,16, ce qui fait qu'on est pile poil dans les clous de ce dont on parlait la dernière fois. D'ores et déjà, ceux qui ont acheté à 5,25 et des brouettes, eh bien, ils ont des obligations qui valent plus cher. Donc là, ils pourraient sortir immédiatement avec un petit gain, par exemple. On poursuit avec le DXY et 99,85 pour une zone donc autour des 100 points. D'ailleurs, je suis en train d'oublier, vous avez été beaucoup à vous manifester dans les commentaires pour les obligations. Donc, on va vous faire une émission spécialisée sur les obligations. J'essaie de trouver des personnes qui pourraient venir aussi un petit peu nous donner donc de la profondeur autour de ça et qui potentiellement seraient spécialisés sur le sujet, chose que je ne suis pas. Je suis en train de me rencarder un maximum, mais je préférerais avoir une personne qui justement a une expérience de plusieurs dizaines d'années sur ce marché-là, sachant qu'aujourd'hui, le marché obligataire est le plus gros marché financier mondial. Donc c'est quelque chose qui est assez peu compris, assez peu mis en avant, et notamment sur la communauté francophone. Et pour autant, eh bien, c'est un incontournable d'un point de vue de la finance mondiale. Il est à noter que le pétrole est autour de 75 pour l'US Oil et l'UK Oil à 79, donc plus d'alerte de ce côté-là, en tout cas toujours pour le court terme. Le CAC 40 nous a bel et bien clôturé hier en ATH, 8666, le diable se cache dans les détails, j'ai envie de dire. Pareil pour l'Eurostoxx 600, qui est moins pentu quelque part peut-être que ce que peut l'être le S&P ou le Nasdaq, mais qui trace son bonhomme de chemin. Le CW8, pareil, pour ceux qui sont sur les indices mondes, nous font de nouveaux ATH. Pareil pour le WPEA qui est à 7 € tout pile, après avoir touché au moment des tarifs de Trump autour de 4,56 €. Donc ça nous fait en un peu plus d'un an une progression, même pour ceux qui seraient juste sur cet indice monde moins volatile que le Nasdaq, 53% de performance. Là aussi, c'est pas des performances en année roulante comme ça ou de 18 mois en 18 mois dont sont censés nous gratifier les marchés. Et depuis 2020, si on enlève ce qui s'est passé en
décembre 2022 qui pouvait s'apparenter quand même jusqu'à l'automne 2022 à un bear market. Dès qu'il y a la moindre secousse, le moindre moins 5, moins 10%, le marché rachète tout aussi sec derrière. On avait eu cet appel contre appel là qui était quand même assez profond au moment des tarifs de Trump, puisque on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais depuis, eh bien, le marché n'a que faire de ce qui s'est passé, notamment pour la Corée avec le Kospi qui, pareil, est reparti à toute berzingue. Et aujourd'hui, on se pose la question, en effet, comme je vous disais la dernière fois, au niveau du S&P 500, il était en train de consolider dans un petit triangle. On en sort la semaine dernière à la baisse, on réintègre, c'est-à-dire les vendeurs, dès lors qu'on est venu autour de 7300 points, se sont apaisés et les acheteurs se sont manifestés et ensuite on s'arrache à la hausse. Le tout avec un oscillateur type MACD qui commençait tout juste à nous imprimer des oscillateurs négatifs qui étaient en train de croiser. Alors ça peut régulièrement être des faux signaux pendant quelques temps. On le voit exactement ce qu'on a fait ici de octobre 2023 au décrochage en février 2025. Ça peut prendre un certain temps, les trends comme ça avec des oscillateurs très hauts. Donc la plupart du temps on se dit ok, quand les oscillateurs type RSI sont déjà hauts et qu'en plus on a un MACD qui petit à petit est en train de perdre en vélocité, ce qu'on appelle aussi le momentum, c'est la force, le rapport entre les acheteurs et les vendeurs. On a tendance à pressentir qu'on risque derrière d'avoir une correction un peu plus marquée, d'autant plus qu'ici, quand on travaille à 7300 points, on a le gros support des 7000 points avec la moyenne mobile à 50 semaines ici en orange à l'écran. Ça aurait fait une zone pour août qui était juste parfaite. Le marché, bien entendu, prend le contre-pied, ne laisse pas les retardataires rentrer jusqu'à ce qu'il y ait un déséquilibre à nouveau en faveur des acheteurs. Et là, les vendeurs vont se montrer beaucoup plus virulents. Donc aujourd'hui, pour ma part, je pense que l'expérience des dernières années, malheureusement, joue aussi contre nous. Là, il y a beaucoup de gérants de fonds aujourd'hui qui conseillent à leurs clients de sortir à minima, de prendre quelques profits sur les positions qui ont très bien marché cette année. Et pour autant, eh bien, sur une saisonnalité qui, en général, après avoir vu la dernière émission de Vincent Gann, il annonçait de mi-août à mi-fin septembre et plutôt défavorable ce coup-ci pour le S&P et pour le reste des marchés. On va voir comment ça va se goupiller cette fois-ci. Mais force est de constater que pour ce début de mois d'août, eh bien, à nouveau, le marché prend le contre-pied par rapport à ce qu'il nous laissait estimer, en tout cas pour le court et moyen terme. La tech américaine est en retard par rapport au S&P 500 après avoir méché la semaine dernière 27 200. On est de retour à 29 700. On voit qu'on avait eu énormément de volume exécuté. Les oscillateurs avaient creusé un poil plus que sur le S&P. Le VIX, pour sa part, est de retour relativement bas, autour de 16 points. On a des appels contre appels, mais à chaque fois, on ne rentre pas dans des pics qui nous conduiraient justement à des corrections un peu plus profondes. Dès lors qu'on dépasse donc les 35-36 et qu'on monte jusqu'à 90, c'est des périodes qui, en général, sont des périodes de crack pour le VIX. Et concernant le SOX, donc pour l'indice des semi-conducteurs, la semaine dernière, on était venu au 0,382, donc 460 points pour cet indice, avec une baisse malgré tout de quasi moins de 30%, ça n'était pas rien. Est-ce qu'on va faire le rebond du chat mort ici avant de s'enfoncer un peu plus et notamment peut-être autour de la moyenne mobile 50, les 400 points? Là aussi, on a eu un volume complètement fou la semaine dernière. Est-ce que ça ne fait pas penser à des signaux de top? J'ai envie de vous dire oui, mais d'un autre côté, l'argent est tellement rapide et tellement véloce aujourd'hui et a tellement besoin d'aller chercher du rendement et d'être exposé au marché dans un monde où l'inflation n'arrête pas d'augmenter. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle et l'argent va là où est l'action. Et l'action, aujourd'hui, elle est sur l'IA, elle est sur les semi-conducteurs, elle est sur la photonique, elle est, pourquoi pas, sur le spatial un jour avec SpaceX, etc. Bien qu'aujourd'hui, voilà, on a cette problématique aussi des actions qui vont être petit à petit mises au marché. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un marché qui est tendu comme un arc et qui ne laisse aucun répit à quasiment personne. Ce qui me plaît un peu plus d'un point de vue, ce coup-ci, voilà, technique et d'un point de vue de quelque chose qui ressemble enfin potentiellement à un point bas, c'est du côté du gold où depuis 2 mois désormais, on est en train de poser les choses entre les 3950 et les 4200 dollars l'once. Et là, vous voyez qu'on a pris le temps de casser la volatilité. Les histogrammes, les vendeurs sont en train de perdre la main. Le RSI est venu
venu chercher son RSI long terme autour de 35-36 en hebdo. Donc il nous faudra, pour renverser la polarité court terme, reprendre plus ou moins les 4400, 4450 dollars pour le gold, et par la suite on pourra avoir une relance là aussi assez magistrale. C'est potentiellement un hedge à surveiller pour ceux qui ont fait des gros gains sur la bourse cette année et qui voudraient un petit peu à court terme se sécuriser, tout en ne sachant pas bien entendu du jour au lendemain ce que peut nous dégainer le président des États-Unis par rapport à Hormuz et bon nombre d'autres sujets. N'oublions pas qu'en novembre c'est les midterms en plus d'un point de vue politique. 2180 milliards pour le crypto total, toujours sous la moyenne mobile 200, mais ça fait 2 mois qu'il latéralise autour de celle-ci, donc pas plus, pas moins. Et du côté de Bitcoin, ça se retranscrit par un BTC à 64 400. Là aussi, on casse vraiment la volatilité. Les oscillateurs divergent et nous disent, eh bien, potentiellement, on pourrait faire ce point bas entre 57 et les 65 que l'on travaille actuellement. Et pour autant, est-ce qu'on peut se contenter sur Bitcoin d'un bear market à moins 54%, ça paraît un peu trop facile, notamment pour ceux qui ont été là à la fois sur 2020-2021, mais il y en a aussi de la classe 2017-2018 qui ont été traumatisés littéralement par ces bear markets. Aujourd'hui, au final, c'est assez simple ce qui est en train de se passer du côté de BTC. Premièrement, pour ceux qui veulent en accumuler pour les prochaines années, il y a déjà forcément des positions qui ont été rentrées ici autour de 60 000 dollars à plus ou moins 5 000. Le palier suivant où nous conduit bon nombre d'analyses techniques on-chain et tout ce que vous voulez, les prix détruits, les BTC détenus long terme, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent par là, que ça soit 49 000, 47 000, 52, 53, machin bidule. Les 50 000 à plus ou moins 5 000 de nouveau, c'est une énorme zone qui, je pense, si un jour on les a, fera réagir correctement le marché ce coup-ci. Dernier point, si jamais on avait MicroStrategy, puisqu'on a Sailor maintenant qui se met à vendre ses BTC, en tout cas ceux de stratégie, puisqu'il joue sur les mots publiquement en disant je n'ai pas vendu mes propres bitcoins, c'est ce que j'avais dit. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué maintenant ce qui se passe avec MicroStrategy. Donc si on n'a pas de déroute supplémentaire, il y a assez peu de raisons sur le papier qu'on voit les 40 000, mais il ne faut pas oublier que si on avait une fin de bear market type des deux précédents, on peut très bien terminer la course entre 30 et 40 sans problème. D'un point de vue purement du prix, du pourcentage, il faudrait qu'il se passe un événement majeur type FTX, type Terra Luna, je sais pas, voilà, un scandale pas possible, les États-Unis qui rétropédalent, enfin quelque chose de vraiment très grave pour revoir le prix aussi bas, à savoir entre 30 et 40. Tout ce qui se passe aujourd'hui entre 40 et 60 est, il me semble, acceptable par rapport à ce bear market, avec pour médiane, voilà, comme on l'a dit un bon nombre de fois, autour de 50 000. On va voir si d'ici l'automne, justement, on obtient ce genre de prix. Si la cyclicité est respectée, ça se passerait quelque part entre la 3e semaine de septembre et la fin octobre. Donc, je ne veux pas vous donner ni de date, ni d'espoir ou de faux espoir ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça nous donne un objectif et de temps et de prix, et ce qui nous permet quand même de nous projeter un minimum quant à cette phase de réaccumulation que certains voudront mettre en place. Ethereum, comme on l'a vu à l'instant, ça devient compliqué dès lors qu'on commence à toucher les petits leviers comme ça internes de ceux qui a fait finalement le Proof of Stake et le passage depuis le merge pour Ethereum, donc en espérant que ce genre de décision soit soumis à des votes communautaires, le IP c'est le cas, et que derrière il y ait des résolutions qui soient positives par rapport à cet actif. Ceci étant dit, quand on voit en effet l'ossification de Bitcoin au travers du temps dont beaucoup se plaignent et le peu d'agilité dont fait preuve au final Ethereum, qui aurait dû être une version complètement agile, justement, de par la programmabilité, de par ce qu'il représente quand Ethereum a été fondé au final, et qui était un peu, j'allais dire, un pied de nez par rapport à Bitcoin, mais c'était surtout la conséquence justement réfractaire de ce qui se passait du côté de BTC qui a fait émerger Ethereum en tant que tel. Et aujourd'hui, pour autant, ça représente un risque pour l'investisseur qui est quand même assez important, puisque du jour au lendemain, on nous annonce qu'on pourrait pousser de grandes EIP pour changer les règles du jeu, chose qui, du côté de Bitcoin, n'est pas près d'arriver. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça laisse aussi se poser cette question supplémentaire. Je pense que le timing est à la fois bien choisi au cours du désintérêt plus profond du bear pour ne pas trop inquiéter tout le monde, et d'un autre côté, il est aussi mal choisi puisque
que si jamais il y avait des avancées sur des travaux comme ça qui sont assez peu consultatifs, j'ai l'impression, et qui sont un peu poussés sur la scène publique sans avoir eu de concertation primaire sur les grandes figures, ou du moins peut-être qu'ils sont d'accord en interne, on ne sait même pas. Voilà, ça laisse se poser quand même pas mal de questions quant au devenir justement de l'actif. Malgré tout, ne leur enlevons pas qu'au travers du temps, vu tout ce qu'ils ont réussi à réaliser en cours de route, je suppose qu'ils trouveront la meilleure solution pour tout le monde. On a Circle qui avait progressé hier de 5%, toujours en travail relativement bas sous les $60. MicroStrategy plus 3% qui est toujours collé sous les $100. Ça fait pas mal de temps qu'on latéralise ici entre 90 et $100. On a Coinbase qui a défendu son support. $140 ont été payés, mais ça fait beaucoup de temps qu'on martèle ici. Donc on va voir justement autour de ces 48 heures qui nous séparent de ce week-end, si le Clarity Act ne passe pas, si tout ça va partir à la cave, ou si au contraire, sur justement un certain contre-pied, le fait que le Clarity Act ne passe pas immédiatement, peut-être que ça donnera aussi un peu de jus à des actifs qui attendaient depuis bien trop longtemps d'avoir une quelconque décision, positive ou négative. Du côté des actions américaines, bien entendu, tout ce qui est lié aux chipsets, etc., les SanDisk, les Intel, SK Hynix ont rebondi d'une dizaine de pourcents. Dès que la tech est remise à l'avant, eh bien, vous connaissez un petit peu les domaines qui rebondissent. Le CAC 40, on avait STMPA qui, petit à petit, est en train d'essayer de défendre donc la zone des 43 euros. Voilà, l'Euronext, on a clôturé hier à Paris autour de 47 euros, juste en dessous. Donc, à voir, là aussi, on a eu beaucoup de titres échangés et c'est une zone de polarité long terme intéressante, 45 à 50 euros pour STMPA. Du côté des altcoins, on a Hype qui reprend un petit peu de nerfs, donc plus 3% après être venu chercher la semaine dernière $51. C'est une première zone intéressante, $50. J'aimerais bien le voir autour de 40. Est-ce que le marché va nous donner cette zone? À voir par la suite. Je crois avoir vu passer qu'il y avait des unlocks à venir, que ça soit du côté de Hype, Solana, Avax et quelques autres. Donc comme d'habitude aussi, observez ce genre de calendrier et l'action de prix au moment justement où tout ça arrive. On s'est pris la méga douille du côté de Lido, en tout cas pour l'instant, alors qu'on avait une belle divergence. Ceci étant dit, elle est toujours valide. On pourrait revenir tester cette petite trend au niveau du RSI sur un troisième point. On va voir si on arrive à soutenir un petit peu le cours ici. Évidemment, ce qui se passe par rapport à Ethereum à court terme, si jamais on n'avait plus de récompense de staking à partir de 50% des Ethers stakés, Lido n'a quasiment plus de raison d'être. Donc vous imaginez très bien pourquoi hier on s'est mangé une bougie des enfers de moins 10, moins 15%. Il y en a un qui se tient vraiment plutôt pas mal sur ce bear market, comme sur le bear market précédent, c'est le BNB de Binance. On est en train de faire un range bien resserré. On a la moyenne mobile 200 en bas, $536. La petite médiane autour de 675. La moyenne mobile 50 en haut, 771. Donc vraiment ça, d'un point de vue technique, c'est plutôt propre pour le coup. Et d'ailleurs, comme je disais à l'instant, Avax qui fera partie de ceux qui vont avoir des releases de tokens, bien que lui, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qui ont déjà été releases que l'inverse, donc ça devient moins un problème quelque part. C'est plus le risque inflationniste à l'année qui, là, est important. On a un petit range comme ça, bien resserré pour Avax, à voir ce que ça pourrait donner, puisque précédemment, de février 2026 au décrochage en juin 2026, on avait déjà fait un range ici d'accumulation, et malheureusement, ça s'était retranscrit pour ceux qui auraient accumulé dans ce range par un moins 35% supplémentaire, et encore, c'est plutôt moins 40, moins 45 si on prend de bougie à bougie. Donc, comme d'habitude, le bear market, en tout cas d'un point de vue des altcoins, etc., hors Bitcoin, a tendance à démontrer deux problématiques. Premièrement, c'est qu'on a tous tendance à vouloir payer trop tôt les altcoins, et ça, je veux dire, c'est super récurrent. On a tous fait l'erreur, on s'est tous dit, ouais, tel token à 0,10 centimes, il a perdu moins 95, c'est bon, TKT, ça va le faire. Et derrière, sur les dernières jambes de bear, vous pouvez très bien reperdre 50, 60, 80, 90% supplémentaires. Donc faites très attention à ça. Rien ne sert de courir du côté des altcoins, mais il est vrai que de temps en temps, quand on a des ranges comme on avait eu aussi sur le cycle précédent à la Chainlink, c'est vraiment un exemple qui a été marquant pour bon nombre de personnes. On rentre dans cette box en mai 2022, on en ressort en octobre 2023, et derrière c'est un actif, même si on ne l'avait pas payé sur les points bas extrêmes, qu'on l'avait payé autour de $7, qui est venu chercher 30, $31 et qui donc avait fait son semblant de performance, puisque là aussi, au final, les altcoins, à part quelques-uns, Tao, Solana et les superstars type hyper liquide du cycle précédent, on a eu très très peu d'altcoins qui nous
nous ont fait des performances au-delà de x2, x3, x4, x5 quand vraiment il était descendu très bas et qu'on a retrouvé un petit peu de force. Il y avait Injective aussi qui nous a fait un truc vraiment pas mal en centaines, peut-être quelques milliers de pourcents, je sais plus où on en est, mais je crois que de souvenir, c'était un de ceux qui nous avait fait vraiment un très bon run. On était à 4600% en effet pour Injective. Aujourd'hui, pareil, on essaie de poser un point bas ici, un bottom, mais pour autant, voilà, je me dis pas que immédiatement, c'est sûr que ça va repartir. De même que on voit, ça fait pas mal de temps qu'on a AAV qui gravite autour des 90-100 $. De même que pour Rondo où on a une belle consolidation autour des 40 centimes. Voilà, on est toujours soumis malheureusement sur ces fins de cycle à des aléas qui peuvent nous conduire quand c'est du moins 10, moins 15 du côté de Bitcoin à jusqu'à moins 50% supplémentaire du côté des altcoins. Et n'oubliez pas qui plus est, en clôture autour de ce sujet-là précisément, qu'on avait eu l'appel contre appel de ce qui s'était passé d'un point de vue liquidité qui avait été assez traumatique aussi, je pense, pour le marché crypto en octobre dernier, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'était, oui, c'est ça, c'est 2025, peut-être 2024, j'ai un doute, vous me corrigerez dans les commentaires, je l'épinglerai si jamais je me suis trompé, mais je crois que c'était octobre dernier, quand il y avait eu ce flush de liquidité, d'ailleurs, ça doit apparaître sur à peu près toutes les paires, donc c'est ça, c'était octobre 2025, je perds pas encore la boule. Vous voyez ce genre de bougie, comme on a ici sur Uniswap, qui a fait passer le cours de 8-9 $ à autour de 2 $ pour Uniswap. Eh bien, par exemple, sur Atom Cosmos, on a quasiment touché le zéro du côté des échangeurs, tellement on n'avait plus de liquidité disponible, ce qui veut dire aussi qu'à des moments donnés, le flottant est tellement faible du côté des échangeurs centralisés et décentralisés, donc tout est cumulatif, qu'aujourd'hui, ça pose un énorme problème, c'est que les capitalisations que vous voyez affichées sur vos market cap du côté de CoinGecko, de CoinMarketCap, etc., sont virtuellement fantômes. On n'a vraiment que des cadavres flottants du passé qui vous annoncent 500 millions, 1 milliard, 2, 3, 4, 5 milliards de valorisation, mais en réalité, à peine vous échangez 50 millions de cette crypto, vous faites décaler le prix de 90%. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui vraiment m'a remis les pendules à l'heure octobre 2025 d'une force vraiment complètement aberrante, comme dirait notre bon vieux GMK, de constater qu'on est malgré tout dans la crypto dans un marché un peu de dupe et dans un marché fantôme quand il s'agit des projets du passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup leur préféreront en effet des projets nouveaux où il y a peut-être un petit peu moins de carabistouille type Hyperliquid, tout en ayant ce garde-fou du fait que c'est un projet qui est encore trop récent pour le considérer à quelques égards que ce soit à l'égal par exemple d'un Ethereum qui a traversé des choses complètement folles et encore moins à l'égal de ce que peut représenter un Bitcoin. On clôturera avec l'Asie, plus 4,21 pour le Kospi qui depuis la semaine dernière est la mèche folle des 5270 a désormais rebondi de 26% pour l'indice coréen. Il continue de faire du levier, je ne sais pas trop comment ça va se terminer cette histoire, on va voir, mais en tout cas là-bas, vraiment, on peut dire que sur la bourse coréenne, ils nous font du dégène, exactement comme on a fait par le passé, nous, du côté des altcoins. Pareil pour Samsung, qui rebondit en moins d'une semaine d'environ une trentaine de pourcents. Énormément d'actions ont été échangées la semaine dernière. Le Topix pour le Japon est à plus 2% ce matin. On a plus 1,48 pour le Shanghai Composite Index qui a défendu son support des 4360 points. Alibaba qui continue de s'arracher à la hausse en un mois et demi de temps. On est passé de 92 $ à 130 $ et on est donc sur une progression d'une quarantaine de pourcents pour Alibaba. Tencent également progresse avec plus 0,70 aujourd'hui à 490 et on a le Nikkei pour le Japon qui est autour de 1,20, 66 212 et là aussi un support qui a été défendu juste autour des 62 000 points. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets annexes que vous souhaiteriez que l'on traite sur la chaîne au cours de ce mois d'août puisque septembre-octobre après on va reprendre un petit peu quelque chose d'un peu plus carré, j'ai envie de dire, notamment avec le retour des formats longs, la quotidienne qui, comme vous le savez, ça est 1 à 2 fois par semaine à peu près, mais petit à petit, on essaie aussi de rendre tout ça un petit peu plus carré. Cet été, c'était encore un peu en roue libre, mais par la suite, vous aurez un truc un peu plus formaté, j'ai envie de dire. Donc, curieux d'avoir vos retours. On fera très prochainement, bien entendu, une émission autour des obligations, puisque c'est un sujet et un enjeu important
important au vu justement du comportement du marché aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire si, comme Michael Burry, vous pensez que tous ces indices qui n'ont fait que péter vers le nord depuis des lustres sont un énorme piège qui nous attend pour les prochains trimestres, ou si vous pensez que l'économie résiliente, droite dans ses bottes aujourd'hui, défend un futur radieux porté justement par la technologie et que nous en sommes qu'au début de ce grand mouvement qui, d'ici peut-être à 2030-2035, pourra encore multiplier par deux peut-être la capitalisation des grands indices américains avec un profit comme ça généralisé qui continuera d'un point de vue de la croissance d'avoir une boule de neige complètement folle, notamment du côté des 7 magnifiques. J'ai un doute puisque en effet l'expérience et le passé parlent pour nous et on a tendance à essayer de voir un petit peu là où le mal pourrait se cacher justement sur le marché. Mais il y a malgré tout une leçon à en retirer, c'est que nos états d'âme, eh bien justement les marchés financiers n'en ont que faire et la plupart du temps, eh bien ils essaieront de venir nous chercher sur nos propres convictions ou sur nos propres biais pour essayer de nous faire dévier justement de la route que l'on s'était tracée. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve samedi. Ciao ciao.